Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver cette nuit sur le canapé de voyage. Au bout de la nuit, on est ensemble pour quelques heures de lecture. Ce soir, on poursuit le récit de Jules Verne qui s'appelle Une ville flottante, un roman qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Et vous allez voir qu'il raconte le quotidien de différents personnages à bord d'un paquebot de luxe qui s'appelle le Great Eastern et qui traversera l'Atlantique. L'histoire donc commence, là où on en est en tout cas dans le récit, commence sur le port de Liverpool. Liverpool, une ville dans le nord de l'Angleterre, et nous emmènera jusqu'à New York. On fera d'ailleurs la connaissance de plusieurs personnages à bord, tous aussi insolites les uns que les autres. Vous verrez d'ailleurs qu'il se passera des choses assez mystérieuses et énigmatiques à bord du Great Eastern, toutes sortes d'événements un petit peu, on va dire, inexplicables qui arriveront. En tout cas, il s'agira d'une traversée qui nous réservera bien des surprises. Je vous propose de rester avec nous et on embarque tout de suite pour cette version insolite de La croisière s'amuse. Voilà, je vous propose de poursuivre ensemble cette lecture. Restez avec nous et passez une très belle nuit sur D8. Enfin, pendant cette dernière journée, les passe-avants, les passerelles, les roufles se dégagèrent peu à peu. Les échafaudages furent démontés. Les grues disparurent. L'ajustement des machines s'acheva. Les dernières chevilles furent frappées par les anciens écrous vissés. Les pièces polies se couvrirent d'un enduit blanc qui devait les préserver de l'oxydation pendant le voyage. Les réservoirs d'huile se remplirent. La dernière plaque reposa enfin sur sa mortaise de métal. Ce jour-là, l'ingénieur en chef fit l'essai des chaudières. Une énorme quantité de vapeur se précipita dans la chambre des machines. Penché sur l'écoutille, enveloppé dans ces chaudes émanations, je ne voyais plus rien, mais j'entendais les longs pistons gémir à travers leur boîte à étoupe. Et les gros cylindres oscillaient avec bruit sur leurs solides tourillons. Un vif bouillonnement se produisait sous les tambours, pendant que les pales frappaient lentement les eaux brumeuses de la Mercy. À l'arrière, l'hélice battait les flots de sa quadruple branche. Les deux machines entièrement indépendantes l'une de l'autre étaient prêtes à fonctionner. Vers 5 heures du soir, une chaloupe à vapeur vint accoster. Elle était destinée au Great Eastern. Sa locomobile fut détachée d'abord et hissée sur le pont au moyen des cabestans. Mais quant à la chaloupe elle-même, elle ne put être embarquée. Sa coque d'acier était d'un poids tel que les pistolets sur lesquels on avait frappé les palans plièrent sous la charge. Effet qui ne se fût pas produit sans doute si on les eût soutenus au moyen de balancines. Il fallut donc abandonner cette chaloupe. Mais il restait encore au Great Eastern un chapelet de 16 embarcations accrochées à ses porte-manteaux. Ce soir-là, tout fut à peu près terminé. Les boulevards, nettoyés, n'offraient plus de traces de boue. L'armée des balayeurs avait passé par là. Le chargement était entièrement achevé. Vivres, marchandises, charbon occupaient les cambuses, la cale et les soutes. Cependant, le steamer ne se trouvait pas encore dans ses lignes d'eau et ne tirait pas les 9 mètres réglementaires. C'était un inconvénient pour ces roues dont les aubes insuffisamment immergées devaient nécessairement produire une poussée moindre. Néanmoins, dans ces conditions, on pouvait partir. Je me couchai donc avec l'espoir de prendre la mer le lendemain. Je ne me trompais pas. Le 26 mars, au point du jour, je vis flotter au mât de misaine le pavillon américain, au grand mât le pavillon français et à la corne d'artimon le pavillon d'Angleterre. Chapitre 3. En effet, le Great Eastern se préparait à partir. De ses 5 cheminées s'échappaient déjà quelques volutes de fumée noire. Une buée chaude transpirait à travers les puits profonds qui donnaient accès dans les machines. Quelques matelots fourbissaient les 4 gros canons qui devaient saluer
Liverpool à notre passage. Des gabiers couraient sur les vergues et dégageaient les manœuvres. On raidissait les haubans sur leur épais cap de mouton crochés à l'intérieur des bastingages. Vers 11 heures, les tapissiers finissaient d'enfoncer leurs derniers clous et les peintres d'étendre leurs dernières couches de peinture. Puis, tous s'embarquèrent sur le tender qui les attendait. Dès qu'il y eut pression suffisante, la vapeur fut envoyée dans les cylindres de la machine motrice du gouvernail. Les mécaniciens reconnurent que l'ingénieux appareil fonctionnait régulièrement. Le temps était assez beau. De grandes échappées de soleil se prolongeaient entre les nuages qui se déplaçaient rapidement. À la mer, le vent devait être fort et souffler en grande brise, ce dont se préoccupait assez peu le Great Eastern. Tous les officiers étaient à bord et répartis sur les divers points du navire. Afin de préparer l'appareillage, l'état-major se composait d'un capitaine, d'un second, de 2 seconds officiers, de 5 lieutenants, dont un Français, MH, et d'un volontaire français également. Le capitaine Anderson est un marin de grande réputation dans le commerce anglais. C'est à lui que l'on doit la pose du câble transatlantique. Il est vrai que s'il réussit là où ses devanciers échouèrent, c'est qu'il opéra dans des conditions bien autrement favorables, ayant le Great Eastern à sa disposition. Quoi qu'il en soit, ce succès lui a mérité le titre de sire, qui lui a été octroyé par la reine. Je trouvais en lui un commandant fort aimable. C'était un homme de 50 ans, blond fauve, de ce blond qui maintient sa nuance en dépit du temps, de l'âge, la taille haute, la figure large, souriante, la physionomie calme, l'air bien anglais. Marchant d'un pas tranquille et uniforme, la voix douce, les yeux un peu clignotants. Jamais les mains dans les poches, toujours irréprochablement ganté, élégamment vêtu avec ce signe particulier, le petit bout de son mouchoir blanc sortant de la poche de sa redingote bleue à triple galon d'or. Le second du navire contrastait singulièrement avec le capitaine Anderson. Il est facile à peindre, un petit homme vif, la peau très hâlée, l'œil un peu injecté, de la barbe noire jusqu'aux yeux, des jambes arquées qui défiaient toutes les surprises du roulis. Marin actif, alerte, très au courant du détail, il donnait ses ordres d'une voix brève. Ordre que répétait le maître d'équipage avec ce rugissement de lion enrhumé qui est particulier à la marine anglaise. Ce second se nommait W. Je crois que c'était un officier de la flotte détaché par permission spéciale à bord du Great Eastern. Enfin, il avait des allures de loup de mer. Il devait être de l'école, cet amiral français. Un brave à toute épreuve qui, au moment du combat, criait invariablement à ses hommes. « Allons, allons, enfants, ne bronchez pas, car vous savez que j'ai l'habitude de me faire sauter. » En dehors de cet état-major, les machines étaient sous le commandement d'un ingénieur en chef aidé de 8 ou 10 officiers mécaniciens. Sous ses ordres, manœuvrait un bataillon de 250 hommes, tant soutiers que chauffeurs ou graisseurs, qui ne quittaient guère les profondeurs du bâtiment. D'ailleurs, avec 10 chaudières, ayant 10 fourneaux chacune, soit 100 feux à conduire, ce bataillon était occupé nuit et jour. Quant à l'équipage proprement dit du steamship, maître, quartier-maître, gabier, timonier et mousse, il comprenait environ 100 hommes. De plus, 200 stewards étaient affectés au service des passagers. Tout le monde se trouvait donc à son poste. Le pilote qui devait sortir le Great Eastern des passes de la Mersey était à bord depuis la veille. J'aperçus aussi un pilote français de l'île de Molène, près d'Ouessant, qui devait faire avec nous la traversée de Liverpool à New York et au retour, rentrer le steamship dans la rade de Brest. Je commence à croire que nous partirons aujourd'hui, dis-je au lieutenant H. Nous n'attendons plus que nos voyageurs, me répondit mon compatriote. Mais sont-ils nombreux? 12 ou 1300. C'est la population d'un gros bourg. À 11h30, on signala le tender encombré de passages, enfoui dans les chambres, accrochés aux passerelles étendues sur les tambours.
juchés sur les montagnes de colis qui surmontaient le pont. C'était, comme je l'appris ensuite, des Californiens, des Canadiens, des Yankees, des Péruviens, des Américains du Sud, des Anglais, des Allemands, 2 ou 3 Français. Entre tous se distinguait le célèbre Cyrus Field de New York, l'honorable John Rose du Canada, l'honorable McAlpine de New York, Mr. and Mrs. Alfred Cohen de San Francisco, Monsieur et Madame Whitney de Montréal, le capitaine Mac Fay et sa femme. Parmi les Français se trouvait le fondateur de la Société des affréteurs du Great Eastern, Monsieur Jules D., représentant de cette Telegraph Construction and Maintenance Company, qui avait apporté dans l'affaire une contribution de 20 000 livres. Le tender se rangea au pied de l'escalier de tribord. Alors commença l'interminable ascension des bagages et des passagers, mais sans hâte, sans cri, ainsi que font des gens qui rentrent tranquillement chez eux. Les Français, eux, auraient cru devoir montrer là comme à l'assaut et se comporter en de véritables zouaves. Dès que chaque passager avait mis le pied sur le pont du steamship, son premier soin était de descendre dans les salles à manger, d'y marquer la place de son couvert. Sa carte ou son nom crayonné sur un bout de papier suffisait à lui assurer sa prise de possession. D'ailleurs, un lunch était servi en ce moment et en quelques instants, toutes les tables furent garnies de convives qui, lorsqu'ils sont anglo-saxons, savent parfaitement combattre à coups de fourchette les ennuis d'une traversée. J'étais restée sur le pont afin de suivre tous les détails de l'embarquement. À 12h30, les bagages étaient transportés. Je vis là, pêle-mêle, 1000 colis de toutes formes, de toutes grandeurs, des caisses aussi grosses que des wagons, qui pouvaient contenir un mobilier de petites trousses de voyage d'une élégance parfaite, des sacs aux angles capricieux, ces malles américaines ou anglaises, si reconnaissables au luxe de leurs courroies, à leurs bouclages multiples, à l'éclat de leur cuivre, à leurs épaisses couvertures de toile sur lesquelles se détachaient 2 ou 3 grandes initiales brossées à travers des découpages de fer blanc. Bientôt, tout ce fouillis eut disparu dans les magasins. J'allais dire dans les gares de l'entrepont. Et les dernières manœuvres, porteurs ou guides, redescendirent sur le tender qui déborda après avoir encrassé les pavois du Great Eastern de scories de sa fumée. Je retournai vers l'avant, quand soudain je me trouvai en présence de ce jeune homme que j'avais entrevu sur le quai de New Prince. Il s'arrêta en m'apercevant et me tendit une main que je serrai aussitôt, avec affection. « Vous, Fabien, m'écriai-je, vous ici. Moi-même, cher ami. Je ne m'étais donc pas trompée, c'est bien vous que j'ai entrevu il y a quelques jours sur la cale du départ. Et vous venez... C'est probable, me répondit Fabien, mais je ne vous ai pas aperçu. Et vous venez en Amérique? Oh oui, sans doute, un congé de quelques mois. Peut-on mieux le passer qu'à courir le monde? Heureux le hasard qui vous a fait choisir le Great Eastern pour cette promenade de touristes. Ce n'est point le hasard, mon cher camarade. J'ai lu dans un journal que vous preniez passage à bord du Great Eastern. Et comme nous ne nous étions pas rencontrés depuis quelques années, je suis venue trouver le Great Eastern pour faire la traversée avec vous. Vous arrivez d'Inde? Par le Godavari qui m'a débarqué avant-hier à Liverpool. Et vous voyagez, Fabien? Lui demandai-je en observant sa figure pâle et triste. Oh oui, pour me distraire si je le puis, répondit en me pressant la main avec émotion le capitaine Fabien McElwin. Fabien m'avait quitté pour surveiller son installation dans la cabine 73 de la série du Grand Salon, dont le numéro était porté sur son billet. En ce moment, de grosses volutes de fumée tourbillonnaient à l'orifice de larges cheminées du steamship. On entendait frémir la coque des chaudières jusque dans les profondeurs du navire. La vapeur assourdissante fusait par les tuyaux d'échappement et retombait en pluie fine sur le pont. Quelques remous bruyants annonçaient que les machines s'essayaient. L'ingénieur avait de la pression, puis on pouvait partir. Il fallut d'abord lever l'ancre. Le flot montait encore, et le Great Eastern évitait sous sa poussée lui présentait l'avant.
Il était donc tout paré pour descendre la rivière. Le capitaine Anderson avait dû choisir ce moment pour appareiller, car la longueur du Great Eastern ne lui permettait pas d'évoluer dans la Mersey. N'étant point entraîné par le jusant, mais au contraire refoulant le flot rapide, il était plus maître de son navire et plus certain de manœuvrer habilement au milieu des bâtiments nombreux qui sillonnaient la rivière. Le moindre attouchement de ce colosse eût été désastreux. Lever l'ancre, dans ces conditions, exigeait des efforts considérables. En effet, le steamship poussé par le courant tendait les chaînes sur lesquelles il était affourché. De plus, un vent violent du sud-ouest trouvait prise sur sa masse et joignait son action à celle du flux. Il fallait donc employer de puissants engins pour arracher les ancres pesantes de leur fond de vase. Un anchor boat, sorte de bateau destiné à cette opération, était venu se bosser sur les chaînes, mais ses cabestans ne suffirent pas. Et l'on dut se servir des appareils mécaniques que le Great Eastern avait à sa disposition. À l'avant, une machine de la force de 70 chevaux était disposée pour le hissage des ancres. Il suffisait d'envoyer la vapeur des chaudières dans ces cylindres pour obtenir immédiatement une force considérable qu'on pouvait directement appliquer au cabestan sur lequel les chaînes étaient garnies. Ce fut fait, mais si puissante qu'elle fût, la machine se trouva insuffisante. Il fallut donc lui venir en aide. Le capitaine Anderson fit mettre les barres et une cinquantaine d'hommes vinrent virer au cabestan. Le steamship commença de venir sur ses ancres, mais le travail se faisait lentement. Les maillons cliquetaient, non sans peine, dans les écubiers de l'étrave, et à mon avis, on aurait pu soulager les chaînes en donnant quelques tours de roue, de manière à les embarquer plus aisément. J'étais à ce moment sur la dunette de l'avant avec un certain nombre de passagers. Nous observions tous les détails de l'opération, les progrès de l'appareillage. Près de moi, un voyageur impatienté sans doute des lenteurs de la manœuvre, haussait fréquemment les épaules et n'épargnait pas à l'impuissante machine ses moqueries incessantes. C'était un petit homme, maigre, nerveux, à mouvements fébriles, dont on voyait à peine les yeux sous le plissement de leurs paupières. Un physionomiste eût reconnu dès l'abord que les choses de la vie devaient apparaître par leur côté plaisant, à ces philosophes de l'école de Démocrite, dont les muscles zygomatiques nécessaires à l'action du rire ne restaient jamais en repos. Au demeurant, je le vis plus tard, un aimable compagnon de voyage. « Monsieur, me dit-il, jusqu'ici j'avais cru que les machines étaient faites pour aider les hommes, et non les hommes pour aider les machines. » J'allais répondre à cette juste observation quand des cris retentirent. Mon interlocuteur et moi, nous étions précipités vers l'avant. Sans exception, tous les hommes disposés sur les barres avaient été renversés. Les uns se relevaient, d'autres gisaient sur le pont. Un pignon de la machine ayant cassé, le cabestan avait de virer irrésistiblement sous la traction effroyable des chaînes. Les hommes pris à revers avaient été frappés avec une violence extrême à la tête ou à la poitrine. Dégagés de leurs rabans cassés, les barres faisant mitraille autour d'elles venaient de tuer 4 matelots et d'en blesser 12. Parmi ces derniers, le maître d'équipage, un Écossais de Dundee. On se précipita vers ces malheureux. Les blessés furent conduits au poste des malades, situé à l'arrière. Quant aux 4 morts, on s'occupa de les débarquer immédiatement. D'ailleurs, les anglo-saxons ont une telle indifférence pour la vie des gens que cet événement ne provoqua qu'une médiocre impression à bord. Ces infortunés, tués ou blessés, n'étaient que les dents d'un rouage que l'on pouvait remplacer à peu de frais. On fit le signal de revenir au tender, déjà éloigné. Puis, quelques minutes après, il accostait le navire. Je me dirigeai vers la coupée. L'escalier n'avait pas encore été relevé. Les 4 cadavres enveloppés de couvertures furent descendus et déposés sur le pont du tender. Un des médecins du bord s'embarqua afin de les accompagner jusqu'à Liverpool, avec recommandation de rejoindre ensuite le Great Eastern en toute diligence.
Le tender s'éloigna aussitôt. Les matelots allèrent à l'avant laver les flaques de sang qui tachaient le pont. Et je dois dire aussi qu'un passager légèrement endommagé par un éclat de barre profita de la circonstance pour s'en retourner par le tender. Il avait déjà assez du Great Eastern. Cependant, je regardais le petit boat s'éloigner à toute vapeur. Lorsque je me retournai, mon compagnon à figure ironique murmura derrière moi ces paroles. « Un voyage qui commence bien. »« Bien mal, monsieur, répondis-je. À qui ai-je l'honneur de parler ? » Au docteur Dean Pitferge. L'opération avait été reprise. Avec l'aide de l'Anchor Boat, les chaînes furent soulagées. Les ancres quittèrent enfin leur fond tenace. 1 heure, 1/4, sonnait au clocher de Birkenhead. Le départ ne pouvait être différé si l'on tenait à utiliser la marée pour la sortie du steamship. Le capitaine et le pilote montèrent sur la passerelle. Un lieutenant se posta près de l'appareil à signaux de l'hélice, un autre près de l'appareil à signaux des obes. Le timonier se tenait entre eux, près de la petite roue destinée à mouvoir le gouvernail. Par prudence, au cas où la machine à vapeur eût manqué, 4 autres timoniers veillaient à l'arrière, prêts à manœuvrer les grandes roues qui se dressaient sur le caillebotis. Le Great Eastern, faisant tête au courant, était tout évité. Il n'avait plus que le flot à refouler pour descendre la rivière. L'ordre du départ fut donné. Les pales frappèrent lentement les premières couches d'eau. L'hélice patouilla à l'arrière et l'énorme vaisseau commença à se déplacer. La plupart des passagers, montés sur la dunette de l'avant, regardaient le double paysage hérissé de cheminées d'usines que présentait à droite Liverpool, à gauche Birkenhead. La Mersey, encombrée de navires, les uns mouillés, les autres montant ou descendant, n'offrait à notre steamship que de sinueux passages. Mais sous la main de son pilote, sensible aux moindres volontés de son gouvernail, il se glissait dans les passes étroites, évoluant comme une baleinière sous l'aviron d'un vigoureux timonier. Un instant, je crus que nous allions aborder un 3-mâts qui dérivait le travers au courant et dont le bout dehors vint raser la coque du Great Eastern. Mais le choc fut évité, et quand du haut des roufles je regardai ce navire qui ne jaugeait pas moins de 7 ou 800 tonneaux, il m'apparut comme un de ces petits bateaux que les enfants lancent sur les bassins de Green Park ou de la Serpentine River. Bientôt, le Great Eastern se trouva par le travers des cales d'embarquement de Liverpool. Les 4 canons qui devaient saluer la ville se turent. Cela par respect pour ces morts que le tender débarquait en ce moment. Mais des hurrahs formidables remplacèrent ces détonations qui sont la dernière expression de la politesse nationale. Aussitôt, les mains de battre, les bras de s'agiter, les mouchoirs de se déployer avec cet enthousiasme dont les Anglais sont si prodigues au départ de tout navire, ne fût-ce qu'un simple canot qui va faire une promenade en baie. Mais comme on répondait à ces saluts, quel écho ils provoquaient sur les quais. Des milliers de curieux couvraient les murs de Liverpool et de Birkenhead. Les boats chargées de spectateurs fourmillaient sur la Mersey. Les marins du Lord Clyde, navires de guerre mouillés devant les bassins, s'étaient dispersés sur les hautes vergues et saluaient le géant de leurs acclamations. Du haut des dunettes, des vaisseaux ancrés dans la rivière, les musiques nous envoyaient des harmonies terribles que le bruit des hurrahs ne pouvait couvrir. Les pavillons montaient et descendaient incessamment en l'honneur du Great Eastern. Mais bientôt, les cris commencèrent à s'éteindre dans l'éloignement. Notre steamship rangea de près le Tripoli, un paquebot de la ligne Cunard, affecté au transport des émigrants, et qui, malgré sa jauge de 2000 tonneaux, paraissait n'être qu'une simple barque. Puis, sur les 2 rives, les maisons se firent de plus en plus rares. Les fumées cessèrent de noircir le paysage, la campagne trancha sur les murs de briques, encore quelques longues et uniformes rangées de maisons ouvrières. Enfin, des villas apparurent, et sur la rive gauche de la Mersey, de la plateforme du phare et de l'épaulement du bastion, quelques derniers hurrahs nous saluèrent une dernière fois.
À 3 heures, le Great Eastern avait franchi les passes de la Mersey. Il donnait dans le canal Saint-Georges. Le vent du sud-ouest soufflait en grande brise. Nos pavillons rigidement tendus ne faisaient pas un pli. La mer se gonflait déjà de quelques houles, mais le steamship ne les ressentait pas. Vers 4 heures, le capitaine Anderson fit stopper. Le tender forçait de vapeur pour nous rejoindre. Il nous ramenait le second médecin du bord. Lorsque le boat eut accosté, on lança une échelle de corde par laquelle ce personnage embarqua non sans peine. Plus agile que lui, notre pilote s'affala par le même chemin jusqu'à son canot, qui l'attendait et dont chaque rameur était muni d'une ceinture natatoire en liège. Quelques instants après, il rejoignait une charmante petite goélette qui l'attendait sous le vent. La route fut aussitôt reprise, sous la poussée de ses aubes et de son hélice. La vitesse du Great Eastern s'accéléra. Malgré le vent debout, il n'éprouvait ni roulis ni tangage. Bientôt l'ombre couvrit la mer et la côte du comté de Galles, marquée par la pointe de Holyhead, se perdit enfin dans la nuit. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais je vous retrouverai prochainement pour la suite d'une île flottante de Jules Verne. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant le hashtag VBN, également aussi sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très belle nuit, une très bonne journée et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur D8.